Queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir pues nos sean arrebatados. Si les femmes espagnoles ont aujourd'hui la possibilité d'aller à l'université, c'est en partie grâce à María de Maeztu, la fondatrice de la résidence des demoiselles. Découvrez à travers l'histoire de sa vie celle de 4 de ses disciples. Octobre 1915, Madrid. Maria, tu es actuellement devant l'entrée de ce bâtiment qui, tu ne le sais pas encore, aura un si grand impact sur le quotidien des femmes espagnoles de ton époque. Capacité d'accueil de 30 étudiantes, bibliothèque, laboratoire, équipements sportifs et salle de révision. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à tes futures étudiantes de s'instruire. La résidence des señoritas est née. En cette première rentrée, seules 3 résidentes s'installent dans les locaux. Elles sont toutes inscrites en enseignement, domaine de prédilection des femmes espagnoles du début du XXe siècle. Bien que ce chiffre soit bas, tu as confiance en l'avenir de ton projet et tu fais bien, puisqu'au cours de l'année, 14 nouvelles arrivantes viennent étudier des disciplines considérées à l'époque comme masculines, telles que la pharmacie ou la chimie. En sachant qu'au début du XXe siècle, les femmes qui recevaient une éducation supérieure étaient très mal vues et que peu d'entre elles osaient se lancer, cette première année est pour toi un succès. Octobre 1916. Lors de la deuxième rentrée de la résidence des señoritas, tu fais la connaissance, Maria, d'une étudiante pas comme les autres. Il s'agit de Victoria Kent, la première résidente qui souhaite entreprendre des études de droit, discipline catégorisée comme masculine. Née le 6 mars 1892 à Malaga dans une famille de classe moyenne, elle arrive à Madrid à 24 ans. Avant d'intégrer l'université, elle doit d'abord passer l'équivalent de son baccalauréat, puisque le diplôme d'institutrice qu'elle a déjà ne lui donne pas la possibilité d'y accéder. Très vite, elle se fait une place au sein de la résidence dans laquelle règnent 2 mots d'ordre, tolérance et bienveillance. Elle déclara plus tard dans une interview: Il y avait des filles catholiques, protestantes, agnostiques. María de Maeztu insistait sur le fait qu'il fallait apprendre à cohabiter avec des gens qui ne pensaient pas comme nous. Septembre 1917. Maria, ce lieu que tu as fondé grâce à ta force de caractère et à ton ambition en est aujourd'hui à sa 3e année d'existence. La résidence est devenue centrale dans la vie culturelle et intellectuelle de Madrid. Sa réputation ne fait qu'accroître et le nombre d'étudiantes de grimper. Elles deviennent tes protégées et de l'affection née entre vous toutes. Tu leur demandes d'ailleurs de continuer à t'écrire lorsqu'elles quittent l'établissement. Ton souhait ? Garder le contact avec chacune d'entre elles pour pouvoir assurer un réseau de sororité sur le long terme. Tu viens justement de recevoir une lettre de Victoria Kent qui te dit: Ma chère amie, j'arriverai le lundi 1er octobre dans la matinée pour poursuivre mes études dans cette résidence à laquelle je dois tant. Ma gratitude m'oblige à m'offrir inconditionnellement à vous, et si cela n'est pas suffisant, sachez que la sympathie et l'admiration que j'ai pour vous et votre travail sont bien solides. Disposez comme vous le souhaitez de votre aimante et fidèle servitrice. En cette même rentrée, tu fais la connaissance de la jeune Juana Moreno Sosa qui arrive à 21 ans. Orpheline depuis l'enfance, elle est née à Madrid en 1895 et a grandi à Valladolid où elle fait des études d'enseignement. Touchée par sa condition, tu t'y attaches rapidement au point de décider de la prendre sous ton aile. Vous nouez ensemble une relation très forte. Tu te transformes en une figure maternelle centrale dans sa vie et elle devient ton assistante au sein de la résidence. En 1919, tu la recommandes pour intégrer la section préparatoire de l'Instituto Escuela, l'équivalent de l'école pour les professeurs. En parallèle, elle continue d'étudier à l'université de Madrid où elle suit des cours de minéralogie, de botanique, de zoologie, de géographie et de géologie dynamique. Investie dans son parcours, tu appuies ensuite sa candidature pour un programme d'études aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle s'y installe entre 1920 et 1921 pour poursuivre ses études. Vous continuez à communiquer à travers de nombreuses lettres dans lesquelles elle te donne régulièrement des nouvelles.
Au fur et à mesure des années, votre étroite relation évolue. C'est parfois difficile de faire la part des choses entre l'attachement presque filial que tu lui portes et l'enseignement que tu dois lui inculquer. Tu décides donc le 20 février 1925 de prendre ta plume pour lui écrire comme tu l'as déjà tant fait. Pourtant, cette fois, le contenu de ta lettre diffère de d'habitude. Ma chère disciple et amie, je ne peux pas laisser passer plus de temps sans vous en parler à l'écrit. Votre comportement violent de ce matin, ainsi que les censures injustifiées et insensées que vous m'avez capricieusement dirigées pour me blesser, ne m'ont pas atteinte. Loin de moi l'idée d'oublier mes élèves, encore moins celle du début de la résidence, en qui j'ai investi tout ce que je savais et tout ce que je pouvais. J'ai lutté pour que leur séjour dans cette maison leur soit utile et qu'il leur serve d'apprentissage fécond dans la vie. Mais avec vous, comme vous étiez orpheline et que vous n'aviez personne de proche qui puisse vous mentorer, j'ai fait plus. Vous vous êtes présenté à moi sans que je ne vous connaisse. Je ne vous ai rien demandé sur votre vie, ni sur vos antécédents. Il a suffi que je vous voie pour sentir la sympathie naturelle que toute jeune étudiante m'inspire lorsqu'elle souhaite se frayer un chemin dans la vie. Vous avez raison. J'ai été injuste. Car c'est une grande injustice que d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour quelqu'un qui, depuis maintenant 4 ans, ne vient me voir que pour se plaindre violemment. Il me semble donc qu'est arrivé le moment pour vous d'affronter la vie sans mon aide, puisque cette pauvre aide mienne n'est pour vous rien d'autre qu'entrave et gêne. Ne voyez aucune amertume en ces mots, au contraire. Si vous avez besoin que je vous aide à chercher quelque chose, ou si vous voulez que je vous recommande, je le ferai avec grand plaisir, et je ferai de vous les meilleurs comptes rendus. Mais vous avez besoin pendant quelques années de travailler à un endroit où la personne qui dirige ne soit pas si familière et si intime, comme je le suis pour vous. Toujours avec la même affection, je vous salue, ma bonne amie. Suite à cette lettre, Juana quitte l'Espagne pour sillonner l'Europe. Mais ça, on en reparlera dans le prochain épisode. Ça y est, l'épisode est déjà terminé. Pensez à liker, à mettre un commentaire ou encore à partager ce podcast s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.